Donc, à chaque moment, son monde, et à chaque moment, sa France. Au fond, on ne raisonne pas à France constante. Donc, le Maghreb, et d'une manière générale, les deux rives de la Méditerranée, sont dans le monde de la France, parce que c'est de là qu'on regarde, depuis bien longtemps. Et par exemple, je remarque comme ça, en faisant le sondage, que Algérie commence à arriver dès le XVIe, XVIIe siècle. Il y a un article, puisque c'est par date, sur 1683, qui est le bombardement de la baie d'Alger par les armées de Louis XIV, et qui font effectivement de cette lutte contre les barbaresques c'est comme ça qu'on les appelait, ce qui était une manière évidemment péjorative de disqualifier le régime ottoman d'Alger. Effectivement, le bombardement d'Alger en 1683, c'est un élément d'une sorte de croisade pour la Terre Sainte, déjà, qui se donne à la fois, je dirais, le prétexte de la guerre contre les barbaresques et en réalité le projet idéologique de la croisade contre l'islam. Mais en même temps, il y a d'autres articles qui, par exemple, lorsqu'ils parlent de Dunkerque, remarquent que pour les Hollandais, on n'appelait pas autrement Dunkerque que l'Alger du Nord. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'au fond, voir l'histoire ainsi, c'est dépayser notre regard. Si Dunkerque est l'Alger du Nord, alors ça veut dire effectivement, c'est ça que j'appelle l'autre de l'autre. Ça veut dire effectivement qu'on considère l'histoire en fonction des vrais on va dire oui, de ce que ça pèse réellement à un moment donné. Donc voilà, l'Algérie n'attend pas 1830 pour arriver dans l'histoire du monde. Et d'ailleurs, l'histoire mondiale de la France, d'ailleurs, il n'y a pas d'article 1830. On attend un peu pour décaler le regard. C'est 1832. Et là, 1832, c'est le jardin colonial d'Alger. Et c'est une manière de dire qu'une des façons, effectivement, d'imposer la présence coloniale, elle est naturaliste. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit bien que l'histoire naturelle de l'expansion coloniale, je veux dire, des expositions coloniales naturalistes, elles commencent en fait à Londres. Les Français ouvrent des jardins coloniaux, évidemment, à Alger, à Tunis, au Tonkin, à Saïgon, etc. Et puis, tout cela, effectivement, crée des conditions d'une autre histoire. Toujours pour suivre ce fil algérois, nous sommes encore à Alger, évidemment, le 19 septembre 1860, lorsque Napoléon III lance son grand discours, dit de la politique arabe. C'est à Alger qu'il proclame: notre premier devoir est de nous occuper du bonheur des 3 millions d'Arabes passés sous domination française. Et cette politique arabe, cette politique dite du royaume arabe de Napoléon III, elle est intéressante, effectivement, si on en saisit à la fois la généalogie et si on en saisit la portée. La généalogie, eh ben, c'est tous les Saint-Simoniens qui, effectivement, dès les années 30, là, pour le coup, ont inspiré cette politique des affaires étrangères, notamment le livre de Thomas Ismaël Urbain, l'Algérie française, indigène et immigrant, et en aval, cette question du royaume arabe, de la fameuse politique arabe de la France, on la retrouve dans le livre bien au-delà, justement, de 62, de la décolonisation, puisqu'on la retrouve même dans l'article de Leïla Barli sur le discours de Villepin à l'ONU, pour refuser à la coalition américaine le concours de la France. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, vous voyez, c'est un fil qui court. C'est un fil qui court,
et qui permet de décentrer le regard. Par exemple, si l'article de 1958, l'article sur 1958, nous l'avons confié à une historienne de la guerre d'Algérie, qui est une historienne bien connue ici, plus précisément de la justice pendant la guerre d'Algérie, c'est Sylvie Thénault. Et Sylvie Thénault écrit sur 1958, déjà, le titre est intéressant, 1958, point, la 4e République s'effondre à Alger. C'est pas un scoop. Elle ne révèle pas l'existence du putsch des généraux du 13 mai. Mais si on y regarde bien, si on a l'oreille fine dans l'histoire, disons, lisse homogène de la 4e République, enfin disons des régimes politiques français, on ne nie pas effectivement que 58 ait à voir avec la guerre d'Algérie, mais on ne dit pas les choses comme ça non plus. C'est-à-dire qu'on en fait une critique purement, une histoire purement interne. Bon, montrer effectivement l'importance, à ce moment-là, décisive, déterminante des affaires algériennes sur un changement de régime, ça veut dire que l'histoire de France ne se décide pas qu'en France. Et pas seulement d'ailleurs, et avec beaucoup de rebonds. Avant-dernier exemple, on retrouve, sinon Alger, du moins l'Algérie, dans un article étonnant de Vincent Lemire sur la destruction du mur, du quartier des Maghrébins à Jérusalem, qui est le quartier qui avançait jusqu'au mur dit des Lamentations, le mur ouest du Temple, et dont il montre que c'est un des effets de la colonisation, ou en tout cas de la présence coloniale dans l'Algérie française, puisque jusqu'en 1962, effectivement, les Français sont autorisés, croit-il, à gérer le quartier des Maghrébins à Jérusalem du fait de leur droit sur l'Algérie. Donc, vous voyez qu'au fond, ça permet, si on a juste ce prisme entre la France et l'Algérie, ça permet de desserrer justement les taux. Ça permet de sortir du vis-à-vis colonial. Ça permet, au fond, de quitter le face-à-face étouffant. 1830, 1962, montrer que ça commence avant, que ça se termine après, que ça engage d'autres personnes, d'autres pays. Et la dernière fois, si j'ose dire, où dans le livre Alger est cité, c'est dans l'article sur la mort de Fanon, de Frantz Fanon. Et ça, ça nous a été incroyablement reproché. On pourra discuter, je laisse peut-être à la discussion le diagnostic sur le débat critique sur le livre, parce qu'au fond, j'en suis pas forcément le meilleur analyste. Bon, voilà. Je l'ai constaté. J'ai participé, je l'ai parfois subi, mais je dirais presque que c'est une autre affaire, que c'est une autre histoire. Mais évidemment, le livre ne prétend pas, lorsqu'il ne met pas dans les dates qu'il expose une date, qu'elle n'existe pas. Simplement, il fait un autre choix. D'accord ? Il nous a été incroyablement reproché pour parler de la France libre, de décaler la chronologie, de ne pas parler du 18 juin 40, mais du 26 août 40, et ainsi de pouvoir titrer Brazzaville, capitale de la France libre. Plus tard, ça sera Alger. Et là, si on se situe en 40, c'est Brazzaville. Pourquoi c'est intéressant de parler de ça? D'abord parce que ça permet de parler de l'effort militaire, économique, qui a été supporté quand même essentiellement par l'Empire dans la France libre. Évidemment, parler du 26 août, c'est pas faire semblant que le 18 juin n'a pas eu lieu. Il n'aurait pas pu avoir lieu le 26 août s'il n'y avait pas eu le 18 juin. On le dit à la troisième ligne, vraisemblablement. Mais on décale un peu, j'allais dire l'histoire sainte. Et puis on rappelle que c'est pas Londres la capitale de la France libre, c'est Brazzaville. Ce
qui a quand même des effets aujourd'hui, malgré tout, dans le débat public. Donc je ne dis pas qu'on le choisit pour rien. Mais on décale. Et bien Frantz Fanon, c'était la même chose. Pourquoi? Parce que on avait à expliquer ce que c'était, justement, j'en reviens au début de ma conversation, ce que c'était qu'un intellectuel français globalisé. Alors, on l'explique de bien des manières, et depuis longtemps, si j'ose dire, ça ne date pas du XXe siècle. Un article sur, il y a également un article sur Malraux, mais avant, il y a, je sais pas, il y a Victor Hugo, et avant encore, il y en a d'autres. Bon, bref. Mais pour la seconde moitié du XXe siècle, évidemment qu'on pourrait prendre Jean-Paul Sartre. Mais on préfère parler de Simone de Beauvoir que de Jean-Paul Sartre. Pourquoi? Parce que si on parle du deuxième sexe, d'abord ça nous permet de parler d'autre chose que du féminisme, d'un texte qui est quand même extrêmement influent dans le monde. Et puis c'est une question, c'est un biais de genre. C'est-à-dire que si on parle de Sartre, on risque de ne pas parler de Simone de Beauvoir. Et si on parle de Simone de Beauvoir, on parlera de Sartre. Donc on aura l'un et l'autre. Et, sauf que si on cherche l'intellectuel de langue française le plus influent dans le monde aujourd'hui, c'est ni Sartre, ni Camus, ni Simone de Beauvoir, c'est Frantz Fanon. Voilà. Frantz Fanon, aujourd'hui, est l'intellectuel français global. Ce n'est pas une préférence que j'exprime, c'est une constatation en nombre de traductions, en nombre de ce qui est aujourd'hui lu et enseigné et actif et influent. Et donc l'article sur la mort de Fanon, évidemment, parle de des anciennes colonisations, il est antillais, de la nouvelle, bon, il fait des causes pour le FLN, de psychologie, de littérature. Donc, cette question, au fond, cette manière de décaler le regard, elle nous permet, et j'en terminerai par là, au fond, cette petite expérience sur où est Alger dans une histoire mondiale de la France, pas là où on l'attend, mais de façon décalée et, au fond, surprenante, ce qui permet, là encore, de maintenir en éveil, je dirais, une attention. Ce qui me permet, pour conclure, au fond, de dire que ce qui m'intéresse dans cette histoire mondiale, c'est que l'histoire d'aujourd'hui, peu importe cette histoire mondiale de la France, il me semble qu'elle doit travailler à développer un récit divers, peuplé, entraînant et ouvert. On va même commencer par ouvert. D'abord un récit ouvert. On ne peut plus accepter l'idée que la France était inévitable. Parce que nous savons que ce n'est pas vrai, et parce que, au fond, l'histoire ne sert pas à nous faire obéir à des fatalités. Au contraire, si c'est un art de l'émancipation, elle ne doit pas simplement faire la chronique de ce qui a eu lieu, en faisant croire que si ça a eu lieu, ça devait avoir lieu. Elle doit, au contraire, ouvrir les possibles. Et lorsque je dis que c'est un récit ouvert, ça veut dire ouvert au possible. Le passé ouvre des possibles. Le passé nous offre la possibilité de regarder tout ce qui, à un moment donné, a été possible. C'est-à-dire plus qu'on le croit. Je dirais de l'histoire qu'elle est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. L'art de se souvenir de ce dont on est capable. Du pire, parfois, mais souvent aussi du meilleur. C'est donc une philosophie active, pratique, de l'agir humain. Et donc ça suppose effectivement que le récit soit ouvert, qu'il n'est pas canalisé, aiguisé,
ou sur effectivement une seule direction, il n'est pas orienté, ou il ne dégringole pas une pente fatale. À chaque moment, une autre histoire est possible. Et si par exemple, on prend voilà, la question des rapports de part et d'autre des deux rives de la Méditerranée, on voit que, effectivement, un récit ouvert, ça ne veut pas dire simplement un récit tolérant, ou à parts égales. Ça veut dire un récit qui fait droit à tous les devenirs possibles. Qui était la grand espoir de Jacques Berck. C'est-à-dire ce qu'il appelait les Andalousies. Ça voulait dire pas simplement ce qui a eu lieu, mais ce qui, parce que ça a eu lieu, pourrait avoir lieu de nouveau. Les promesses qui n'ont pas été tenues, mais qui nous appartient de reprendre, de relever. Donc, un récit qui est d'abord ouvert. Un récit divers, on l'a compris, qui, d'une certaine manière, ne se réduit pas, effectivement, qui ne s'étrécit pas voilà, une histoire masculine, militaire, héroïque, mais qui, au fond, fait droit à la reconnaissance de d'autres destins. Et là encore, ou d'autres manières d'écrire l'histoire. Donc il y aura, je ne sais pas, de l'histoire du climat, de l'histoire des animaux, de l'histoire de l'environnement, cette manière de... Car l'histoire, vous savez, l'histoire est un récit qui progresse par amplification. C'est ce que Paul Veyne appelait l'allongement du questionnaire de l'historien. C'est-à-dire qu'il s'approfondit sans se couper de ses bases. C'est simplement que la bibliothèque grandit. Voilà. Donc, c'est cela, effectivement, un récit divers. Ça veut pas dire que ce qu'on enseignait, on ne l'enseignera plus, mais ça veut dire qu'on enseigne autre chose. Et là encore, il faut reconnaître là-dedans, me semble-t-il, à la fois une nécessité historiographique et politique, mais vous voyez que quand je dis politique, c'est simplement, je parle du fait de vivre en commun, je ne parle pas de politique politicienne, c'est ce que Axel Honneth, le philosophe allemand, appelle la lutte pour la reconnaissance. Voilà. Nous devons reconnaître, au sens effectivement cognitif et moral, des histoires qu'on ne reconnaissait pas. Par exemple, pour la France, c'est l'histoire de l'immigration. Le MUSEM y travaille, le Musée national d'histoire de l'immigration, dont je m'occupe également, y travaille. Reconnaître des histoires plus diverses. Plus diverses et plus peuplées. Ce récit est peuplé, au sens, pas nécessairement où il est populaire, il s'adresserait et il ne concernerait que, disons, voilà, les classes populaires, mais où d'autres viennent effectivement y faire reconnaître la singularité de leur histoire. Si je m'approche du Moyen-Âge, par exemple, et si je reste sur la patrie littéraire, c'est le plus facile, on pouvait effectivement, quel écrivain on a choisi, on avait à parler de la naissance, disons, de l'écrivain français au XIIe siècle, autour des foires de Champagne, autour de la ville de Troyes. Le plus simple eût été de prendre Chrétien de Troyes, un joli nom, Chrétien de Troyes, l'auteur du roman Courtois, voilà, le grand écrivain de la matière arthurienne. Nous avons choisi de l'exemplifier à partir de Rachy, rabbin de Troyes, qui participe de ce même mouvement, qui écrit en français et en hébreu, qui est aussi le grand commentateur de la Torah, ce qui fait que dans toutes les synagogues du monde, presque, on dit la Torah d'après Rachy.